Voilà, et si Nicolas Dupin-de-Bessade veut un jour marcher sur la Lune, il faut envoyer maintenant sa candidature. Ça tombe bien, on va parler d'espace. Effectivement, c'est Starac de l'espace, elle me tente beaucoup, mais avant cela, on va parler espace vu de la mer, vue d'en haut, vue d'en bas avec notre invité de ce soir. Bonsoir Michel Lefebvre. Bonsoir. Vous êtes l'ancien responsable scientifique du programme Topex Poséidon. Nous avons fait venir pour plusieurs objets. D'abord, le 15 juin prochain, eh bien, il y aura le lancement de Jason 2, un satellite d'observation des océans qui succède à Jason 1, qui faisait à peu près la même chose, mais ça sera plus complet. Quelle va être l'avancée? C'est quoi la nouveauté et les améliorations? Alors la nouveauté, c'est que faut se reporter en arrière. En 92, il y a le sommet de la Terre à Rio. Toutes les nations sont représentées comme avec le beau nom de copropriétaires de la Terre. Et la première résolution, c'est de mesurer le niveau de la mer qui, s'il y avait réchauffement, pourrait monter et poser des problèmes aux populations riveraines. Alors, ça, c'était en juin 92, et en août 92, on lançait un satellite Topex Poséidon, dont vous venez de parler, avec la NASA, qui mesure très précisément le niveau de la mer et ses variations. Quelle est l'importance, quelle est l'incidence sur la vie de tous les jours de mesurer ce niveau de la mer? Il n'y a pas que pour simplement la mesure, il y a la météo, il y a tout qui rentre en compte. Alors, l'océan était le grand inconnu à la fois de la météo et pour beaucoup d'autres choses, et l'océan a changé de statut. Avant, ça n'intéressait que les gens qui étaient en mer, les gens de mer. Maintenant, ça intéresse tout le monde. Il y a les activités de loisirs, il y a la pollution, il y a le transport maritime qui a beaucoup cru, il y a les activités de loisirs qui sont devenues importantes également, et tout ça fait qu'il faut connaître l'océan, mais il y a quelque chose qui nous est commun à tous, c'est le changement climatique. Et le changement climatique, c'est donc toute l'humanité. Je vous appelle des géonautes, c'est un terme nouveau, c'est-à-dire que nous sommes, c'est la Terre, et naute, c'est navigons sur la Terre autour du Soleil. Bon. Alors, Jason 2 va être lancé. Oui. Il rentrera dans un système international. C'est le premier satellite du système de surveillance international. Quel est le bilan de son prédécesseur, Jason 1 c'est un satellite qui a montré son savoir-faire. Oui, absolument. On s'aperçoit que les signaux qu'on voit sur l'océan sont de l'ordre de quelques centimètres. Donc, il faut avoir une précision extrême. Et la référence, c'est l'orbite du satellite. Il faut calculer l'orbite du satellite avec une précision centimétrique. Hein. Mais le Jason a suivi Topex Poséidon, mais Topex Poséidon a duré, lui, 13 ans. C'est beaucoup plus qu'on imaginait. C'est un petit peu ça qu'on essaye de raconter dans le livre que Yves Garrick a fait pour raconter les souvenirs. C'est pas tellement le projet lui-même, mais c'est pas un livre scientifique, mais c'est un livre qui montre comment on arrive à faire une communauté de jeunes chercheurs et d'ingénieurs qui sont prêts à faire des prévisions. Maintenant, on est là, on fait des prévisions de ce que sera l'état de l'océan. Et vous avez vu que le niveau de la mer monte de façon constante, pas très importante, mais c'est un des rares indicateurs du changement climatique. Donc, ce qu'il nous faut, c'est une continuité absolue. Avec des préoccupations, il y a des raisons d'être inquiet? Il y a des raisons d'être inquiet, en ce sens que, si vous voulez, par exemple, quand le Topex Poséidon s'est arrêté, bien sûr, après 13 ans, d'ailleurs, incidemment, il a rencontré à 200 mètres près le Jason 1, on est obligé de l'arrêter quelques jours, mais les raisons d'être inquiet, c'est qu'on n'a pas de satellite de remplacement. Il nous faut maintenant un système de surveillance mondiale où on est un ensemble de satellites, hein. Et un ensemble de satellites qui couvrent toute la Terre, et ceci pendant des temps très longs. Sinon, l'océan forme un tout, et ce qui se passe actuellement, par exemple, dans l'Atlantique Sud, c'est peut-être prémonitoire de ce qui va se passer dans un an dans l'océan Indien. Alors je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs thèmes à votre venue ce soir. Effectivement, il y a ce livre, vous en parliez, Michel Lefebvre, Marin de l'espace, retracé par notre confrère Yves Garrick. Vous avez vu la mer vue d'en haut avec le CNES, mais avant vous étiez vu d'en bas, vous étiez officier de la marine marchande. Qu'est-ce qui reste après toutes ces années? Vous avez passé quand même une grande carrière sur l'eau. J'ai été capitaine en cours, donc effectivement j'ai navigué pendant une dizaine d'années, mais à l'époque l'océan était un grand inconnu. Et quand je suis rentré ensuite à l'Observatoire de Paris, je suis entré au Bureau international de l'heure. C'est de là qu'on s'est aperçu que la Terre ne tournait pas rond, elle ne pouvait plus servir à régler les pendules et les horloges. Et puis qu'on est passé aux horloges atomiques et aux étalons à quartz. Et donc ensuite je suis rentré au CNES et immédiatement on s'est aperçu que l'océan est un vaste
champ de recherche possible. La couverture de l'océan est inimaginable par rapport à ce qu'on avait auparavant. On connaissait rien de l'océan. Alors petit à petit, on a bâti des satellites pour l'observer, mais il faut avoir une continuité de satellites, il faut avoir une grande précision de mesure, et c'est ça qu'on a fait. Mais ce qu'on raconte dans le livre, c'est plutôt comment on a vécu ça, comment on a formé des gens qui sont capables d'interpréter les données, et ce qu'on attend d'ailleurs, c'est que ces gens qui